C'est un des plus grands comédiens de théâtre que nous ayons en France. Il a été César dans Ruy Blas, Alceste dans Le Misanthrope, Don Quichotte après Jacques Brel dans L'Homme de la Mancha. Il a été Cyrano pendant 8 ans. Il a surtout été Robert d'Artois dans Les Rois Maudits. Là, ça y est, je sens que vous le tenez. Nous sommes évidemment dans ce nouveau numéro de VIP avec Jean Piat. Jean, bonjour. Bonjour. 6 ans qu'il n'était pas venu dans VIP, il était temps de revenir. Ah oui, parce que de 6 ans de plus, c'est embêtant. Hein. Voilà. À un certain âge, en tout cas. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 6 ans. La dernière pièce que vous ayez faite, c'était Ensemble et séparément, une pièce de Françoise Dorin, qui est votre compagne. Avec Marthe Villalonga. Voilà, vous allez partir en tournée en septembre 2014. Très exactement. Les Parisiens vous ont bien vu, maintenant il est temps d'aller voir un peu les Français. On est obligé de s'arrêter parce que le théâtre des Champs-Élysées, la comédie des Champs-Élysées est en travaux. On refait les cintres, on refait tout. Par conséquent, il était obligatoire que nous cessions les représentations. Septembre-décembre 2014, donc Jean Piat en tournée avec Ensemble séparément. Donc ça, voilà, on peut déjà se caler là-dessus. En deuxième partie d'émission, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez. D'ailleurs, il s'appelle Jean-Luc Génère. Il est le directeur du Théâtre du Nord-Ouest à Paris. C'est un directeur de théâtre pas vraiment... c'est un directeur poétique. Comme les autres, ouais. Oui. Poétique, qui va rimer aussi avec catholique, parce qu'il a une vision de l'incarnation de l'acteur qui n'est pas très loin de l'incarnation du Christ. Vous verrez ça en deuxième partie d'émission. Ça va donner une discussion intéressante entre ces deux messieurs. Mais tout à fait, tout à fait. C'est vrai que, je disais en introduction, Jean, vous avez un parcours super, cohérent et complet. 25 ans à la Comédie Française, ce qui est quand même pas rien. Au bout de 13 ans à la Comédie Française, vous avez commencé à éclater dans des grands rôles. Puis les gens vous ont repéré ensuite avec le grand public, Robert d'Artois, mais on vous en parle encore. C'est de la folie. C'est le grand public de la télévision. Oui. Mais le théâtre français est protecteur, justement, parce qu'on n'éclate pas tout de suite. J'ai fait mes débuts officiels en 1948. Avec Le Barbier de Séville, ça s'est très bien passé. Puis ensuite, j'ai attendu presque 10 ans pour retrouver un certain éclat avec Ruy Blas, qui avait monté Raymond Rouleau. Admirable mise en scène à cette époque-là, dans des décors de Lila de Nobili, avec un certain Gérard Houry, qui jouait dans Salluste. C'était une aventure formidable, le Ruy Blas. C'est à cause de Ruy Blas, d'ailleurs, qu'a vu Barma un jour, à cause de Ruy Blas, que j'ai fait aussi à la télévision avec Claude Barma. J'ai fait 3 Ruy Blas, un au français, un avec Claude Barma et un autre avec Raymond Rouleau, un troisième, enfin bon bref. Et ensuite, ça m'a mené directement à Artois, si j'ose dire. Parce qu'il y a des sortes de familles de rôles, en fait. On va dire ça comme ça. Ce sont les cousins germains. Ouais. C'est la même chose. Vous savez, vous partez de Figaro du barbier, Figaro du mariage. Il a un peu de bouteille en plus, un peu d'années en plus, donc un peu plus d'expérience. Mais c'est la même force, c'est le climat populaire de ça. Ce sont des personnages qui sont proches du peuple. Et c'est pour ça qu'on a dit du mariage Figaro que c'était une pièce qui avait amené la Révolution. Je ne crois pas que Beaumarchais avait ce dessein secret, mais en tout cas, c'est un homme qui s'exprimait avec... je me demande d'ailleurs si certains éléments du monologue du mariage de Figaro à l'heure actuelle seraient possibles à dire, parce qu'on dit des choses très brutalement. Il dit des choses très brutalement. Vous parlez de Beaumarchais. Un peu plus tard, j'aimerais aussi qu'on parle de Guitry et d'autre part d'Élie de Saint-Marc. Mais restons sur Beaumarchais. Vous lui avez consacré un livre d'ailleurs, parce que Jean Piat, c'est aussi une plume. Et je crois que vous avez été plus récompensé comme auteur que comme acteur, ce qui paraît complètement non, c'est assez toujours dingue. La plume. J'ai eu un jour un Molière du meilleur adaptateur avec L'Affrontement. Vous avez beaucoup qui a marqué adapté pour aussi. moi une chose. L'Affrontement est un rôle qui a marqué. Ça venait sans doute à un âge où on réfléchit davantage à un devenir. Donc L'Affrontement m'a obligé à une réflexion spirituelle, car le sujet essentiel de la pièce, c'était ça. C'était la relation entre un jeune séminariste qui a des idées extrêmement avancées sur la façon de mener sa carrière, si j'ose dire, de prêtre, et un vieux prêtre qui, lui, a une vision un peu plus aimable de la prêtrise et qui a perdu un peu le sens non pas de la foi, mais de l'exigence de la foi. Et l'un va renourrir l'autre, on va dire comme ça, ce jeune qui en veut. Il y a une fusion, il y a une osmose entre les deux volontés, et ça donnait une pièce tout à fait remarquable. Qui a été reprise d'ailleurs par Huster et David Sardou très récemment. J'étais très content de voir que ça repartait avec mon adaptation. C'est une preuve tout de même qu'elle tenait le coup. Huster a joué mon rôle très bien d'ailleurs, et David est nommé maintenant pour les Molières. Je lui souhaite prématurément, en tout cas c'est peut-être dangereux de le lui dire, enfin je souhaite d'obtenir son Molière du meilleur rôle, second rôle. C'est vrai que comme adaptateur, vous avez fait beaucoup de choses. Quand vous étiez venu il y a 6 ans, je me souviens, vous aviez adapté une pièce que j'ai trouvée formidable, qui s'appelait La Maison du Lac, qui était américaine au départ, il me semble. Oui, bien sûr. Et que vous avez réadapté. Qui était un film aussi, un film avec Fonda, Fonda père et fille. Voilà, et vous aviez, avec votre fille d'ailleurs, réadapté plus le film finalement que la pièce. Exactement. À la scène. J'étais plus près du film que de la pièce. Ça avait marché du feu de Dieu, ça. Il y avait toute une partie de la pièce qui ne m'intéressait pas
et que le film avait d'ailleurs supprimé lui aussi, etc. Et donc, non, c'était un travail très intéressant. Puis jouer le rôle derrière Fonda, c'était tout de même une petite imprudence, mais ça me plaisait bien aussi. On a parlé 2 secondes de Beaumarchais, j'aimerais qu'on y revienne. En quoi Beaumarchais vous a-t-il intéressé au point de lui consacrer un livre? Qu'est-ce qui vous éveille chez Beaumarchais? Parce que c'est la franchise chez Beaumarchais. C'est la franchise, disons la franchise bien calculée tout de même, mais cette espèce de voix populaire. Il y a chez lui comment vous dire, c'est un homme d'affaires. Pour moi, si vous voulez, on peut faire une assimilation un peu rapide, mais entre Bernard Tapie et Beaumarchais, il n'y a pas tellement de différence, sinon il y a une différence de 2 siècles. Mais il y en a qui vont hurler. Non, je ne crois pas, parce que Tapie a un coefficient de sympathie prodigieux. Oui. Bon, il a été dans les affaires. N'entrons pas dans ce domaine, ça, je ne le connais pas suffisamment pour en parler. Je parle du domaine des affaires. Mais Beaumarchais, lui aussi, a eu des affaires. L'aide qu'il a apportée aux insurgés américains, enfin, quand il y a eu la Révolution américaine, l'aide qui a été apportée n'était pas sans raison non plus. Il y a eu des fusils qui ont été envoyés, il y a eu un armement, il a été quand même aussi au service du roi, il était un peu espion du roi à cette époque-là. Quelqu'un qui est toujours au bon endroit, au bon moment et qui sait où on va pouvoir tout à fait faire des affaires. Et un homme de génie en plus. Il n'écrit que 2 pièces, ou il en écrit d'autres. Mais enfin, il y a 2 pièces de génie, c'est le Barbier et le mariage, et il a trouvé un personnage exceptionnel qui est totalement français. Le râleur qui a de l'audace et qui dit franchement les choses, c'est la montée du peuple, la montée populaire, qui qui dénonce la naissance, qui dénonce une caste, qui dénonce une famille, qui dit nous existons nous aussi, parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier, qu'avez-vous fait pour tant de bien, vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Vous savez, c'est une phrase au XVIIIe siècle. Oui, il fallait l'envoyer, quoi. Bah oui, et il l'envoie. Ouais. Alors c'est amusant parce que j'ai fait une espèce de bavardage entre lui et moi, avec 2 siècles enfin presque 3 siècles d'écart. Et je ne reproche qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas appelé sa dernière pièce la mère coupable, ce qui est la dernière pièce, qu'il n'ait pas appelé le père coupable, car j'aurais pu jouer une 3e fois. Beaumarchais. Il y a quelqu'un d'autre qui est haut en couleur et qui compte beaucoup pour vous, au point que vous ayez fait un spectacle que vous allez, j'espère, reprendre l'année prochaine, parce que moi, je n'ai pas eu la chance de vous voir sur scène avec ce spectacle, c'est Guitry. Guitry, oui. Un sacré personnage, là aussi. Oui, aussi, oui. Sacha Guitry, en termes d'homme haut en couleur et haut en parole. Oui, c'est un homme aussi qui représente une part de l'esprit français. Une part du bon sens français, une part de l'intelligence française. Allons, parlons de nos qualités. Il les expose toutes. Et surtout, il s'adresse aux gens pour les rendre heureux. Et son but essentiel, sa mission essentielle, si on peut appeler ça une mission, oui, c'est une mission d'ailleurs, c'est de rendre les gens heureux. Et il parle de Dieu très, très, très habilement d'ailleurs, parce qu'il ne parle pas d'une conversion, mais il dit le doute habite les gens. Mais le doute, c'est fort. Douter en Dieu, c'est déjà quelque chose, c'est déjà croire. On est chez Bernanos, là. Exactement. Oui. Exactement. Il a dit des choses importantes. Il termine d'ailleurs toute une chose parlant de Dieu en disant « Voilà pourquoi je doute en Dieu. » Parce que le doute, dit-il, on devrait habiter dès le début de l'enfance, on devrait habiter le doute, car c'est important le doute. Jean-Pierre, c'est de lui, de Sacha Guitry, que vous tenez cette assurance que l'art du théâtre, spécifiquement, est un art de la joie. Ça m'avait marqué quand vous aviez dit ça il y a 6 ans. Vous savez, je le dis d'une façon autre que Guitry, hélas d'ailleurs, parce que j'aimerais bien avoir sa verve personnel, mais je crois que nous sommes au service de la joie des autres. L'art est au service de la joie des autres. L'art actuel est un art de provocation. Est-il au service de la joie des autres? C'est autre chose. Il y a des gens qui peuvent acheter des choses qu'ils ne trouvent pas belles, mais bon, ça les a provoqués, ça leur a évoqué quelque chose, peu importe. Mais je crois que l'art, en général, la musique est au service de la joie des autres. La musique divine de Mozart ou celle de la musique actuelle, si vous voulez, le gratteur de guitare qui chante du rap, il est aussi au service de la joie d'une société qui est la sienne. Je crois que nous sommes au service de la joie de nos contemporains. Il faudra que notre deuxième invité, Jean-Luc Génère, réagisse là-dessus, parce que je me demande si tous les arts sont vraiment au service de la joie. Ce sera intéressant d'en parler. Je vais vous parler de Guitry. Guitry dit une chose qui est très juste. Il n'y a pas au théâtre, dit-il, il n'y a pas de chef-d'œuvre ennuyeux.
Il y a parfois des pièces ennuyeuses qui passent un instant pour être des chefs-d'œuvre, mais c'est ordinairement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'art dramatique. C'est un peu vrai, il n'y a pas de chef-d'œuvre ennuyeux. Écoutez le Cid, ou écoutez Polyeucte, qu'on ne joue d'ailleurs hélas plus beaucoup, et c'est dommage car c'est une admirable pièce de Corneille, mais écoutez ça, c'est aussi au service de la joie peut être spirituelle. C'est intéressant parce que dans son livre, Jean-Luc Génère, Sans miroir, la société est condamnée à mourir, chez Bayard, il dit il y a des pièces, au bout de 3 fois, la cantatrice Shaw... un peu ras-le-bol, alors qu'il y a des pièces qu'on peut revoir. S'il dit ça à mon camarade Michel Bouquet, il va lui hérisser le poil. Heureusement, c'est Jean-Pierre qui l'aura en face de lui tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'un texte. Alors, les téléspectateurs vont tout de suite reconnaître votre voix parce que c'est vous qui le lisez. C'est un texte d'Élie de Saint-Marc. On a l'enregistrement. On en a pris un peu plus d'1 minute. Je voudrais qu'on écoute ça vraiment religieusement, parce que Dieu sait que c'est un sacré bonhomme, Élie de Saint-Marc, et qu'on raconte après... fracassé, oui. Ouais, qu'on raconte après comment cet homme-là a compté dans votre vie et ce que ce texte signifie pour vous. On écoute maintenant 1 minute d'Élie de Saint-Marc. Je dirais à mon jeune interlocuteur que, pour ma très modeste part, je crois que la vie est un don de Dieu et qu'il faut savoir découvrir, au-delà de ce qui apparaît comme l'absurdité du monde, une signification à notre existence. Je lui dirai qu'il faut savoir trouver, à travers les difficultés et les épreuves, cette générosité, cette noblesse, cette miraculeuse, cette mystérieuse beauté éparse à travers le monde. Je lui dirai qu'il faut savoir découvrir ces étoiles qui nous guident, où nous sommes plongés au plus profond de la nuit, et le tremblement sacré des choses invisibles. Je lui dirai que tout être humain est une exception, qu'il a sa propre dignité et qu'il faut savoir respecter cette dignité. Et puis je lui dirai aussi qu'envers et contre tous, il faut croire en son pays et en son avenir. Enfin, je lui dirai que de toutes les vertus, la plus importante parce qu'elle est la motrice de toutes les autres et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, oui, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage. Alors, la profondeur des mots d'Élie de Saint-Marc avec la profondeur de votre voix, vous ne vous rendez pas compte, Jean-Pierre, mais c'est... Je le souhaite, parce que j'ai lu ça dans une revue il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois, et je souhaitais que ce message soit transmis, si vous voulez. Car il pose une question, que dire à un jeune de 20 ans voilà. Et que dire à un jeune de 20 ans? Il dit, au fond, on n'a rien à lui dire, on passe pour des vieux imbéciles, etc. Non, il dit, je vais prendre les risques, je vais quand même dire des choses. Et il dit, tu vas te trouver, ou vous allez vous trouver, garçon ou fille de 20 ans, devant des problèmes lourds qui concernent la vie. Le don de la vie, la suppression de la vie, etc. Et puis ensuite, il enchaîne sur d'autres. Mais il dit tout de même un message totalement optimiste en disant l'essentiel, oui, c'est le courage, l'essentiel, c'est le partage. Toute créature humaine est une exception. Si on part de ça, ça enlève tout le racisme, ça enlève toutes les notions basses à l'heure actuelle qui quelquefois submergent la jeunesse, etc. Et ça, vous savez, c'est un destin fracassé, Élie de Saint-Marc, parce que c'est un homme que j'ai rencontré un jour à une signature de bouquin, signature commune, et son sourire, son visage de bonté m'a ému, parce qu'à 17-18 ans, il partait dans la résistance, etc. Puis ensuite, il est rentré comme dans l'armée, il a connu l'aventure de la décolonisation, aussi bien au Tonkin, aussi bien à Dien Bien Phu, aussi bien, et ensuite... L'histoire de l'Algérie, qui est une des choses qui a été lourde à porter pour tout le monde. Et la prison derrière. Il a été emprisonné par la France, alors qu'il n'avait pas fait don de sa personne, lui, à la France, mais qu'il avait quand même servi la France comme militaire, étant obligé de perdre la face 2 fois, etc. Enfin, bon, on va pas refaire toute son histoire, parce qu'elle est magnifique et tragique à la fois, mais heureusement, il a été réhabilité, et il a cette puissance du verbe qui a fait qu'il a pu témoigner. Sacré personnage, Élie de Saint-Marc, et vous, c'est quelqu'un d'important, notamment... Un témoin essentiel de la vie du XXe siècle. Qu'est-ce que le courage pour vous, Jean-Pierre? Le courage, c'est d'affronter la vie. C'est d'affronter la vie avec force, avec espoir, avec espérance. C'est pour ça que croire est utile. Et c'est difficile de croire. Il y a des instants où ça dégringole parce que, on se dit c'est pas possible. Mais ce qui compte, c'est d'avoir... L'important, c'est sans doute d'être sur le plan du travail. C'est de rencontrer ce qu'on aime. Et ça, c'est un des grands problèmes de la jeunesse actuelle. Le chômage qui l'atteint très cruellement. Mais ce qui compte, c'est de se dire...
Oui, bon, ben, j'affronte. À quel moment j'ai relu un petit papier que j'ai retrouvé par hasard, vraiment par le plus grand des hasards. Et le hasard, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, c'est peut-être une volonté des dieux ou de Dieu. Mais j'ai retrouvé un papier où mon père, en 40, j'avais un frère qui était plus âgé que moi, mon frère avait 19 ans, j'en avais 16 en 40. Un papier, j'ai retrouvé un bout de crayon que j'ai retrouvé comme ça par hasard. J'ai cru que mon père nous disait « Je regrette de vous avoir mis au monde ». Vous vous rendez compte la phrase forte que ça représente? Parce que le désastre de 40, on n'imagine pas ce que ça a été pour la France. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, la route du fer est coupée, on se retrouve 3 semaines plus tard à Bordeaux, ça frappe une génération. Mon père avait connu l'occupation allemande dans le Nord en 14-18, en tant que prisonnier civil, puisqu'il avait 18 ans en 14, et donc il n'était pas mobilisable, mais boum, il a été bloqué pendant 4 ans, etc. L'occupation allemande en 14-18 dans le Nord, c'était très, très, très lourd à subir. Et quand il est arrivé ce désastre, on ne peut pas imaginer ce qu'a été le juin 40, quand le général, le maréchal dit il faut arrêter les frais, etc. Et qu'un autre, plus tard, a dit non, au contraire, on n'a pas tout perdu. Bon, cette parole d'espoir, on ne l'a pas entendue. Mais la parole du désespoir, on l'a entendue. Et surtout le fait du désespoir, de voir qu'un pays était à terre, l'exode. Le premier jour, avec mes parents, 50 km Paris-Étampes en 13 heures. C'est-à-dire qu'on aurait été aussi vite à pied, bloqué par tout ça, avec les bombardements italiens qui arrivaient. Bon, la France était hébétée. Un homme qui dit à ses fils de 19 ans et de 16 ans « Je regrette de vous avoir mis au monde », ça prouve le désarroi de tout ça. Bon, il faut affronter la vie après. Et la jeunesse a une force en elle-même qui est telle qu'elle peut affronter la vie dans toutes les circonstances. Le théâtre, pour vous qui êtes un enfant de la guerre, et en plus de manière consciente, que vous aviez 16 ans, donc on n'est plus un bébé, le théâtre a été un échappatoire pour vous, une manière de revivre je ne me suis pas échappé par le théâtre. Je fais ma philo à Sainte-Croix. Ouais. J'ai donc 18-19 ans, parce que j'étais un peu attardé, j'avais loupé mon bac, etc. Et il y avait une tradition à Sainte-Croix, j'ai fait qu'une année à Sainte-Croix, mais une année essentielle. Le préfet de philo demandait à chacun, à l'issue de l'année scolaire, enfin, quand on se séparait en juillet, que comptez-vous faire? Donc Sainte-Croix, vous voyez Neuilly, etc., le 17e arrondissement, le 16e, fils d'avocat, avocat, fils de médecin, médecin, fils de ceci. Juriste, et moi, je mets le mot ingénieur. théâtre. Ah oui. Et je ne sais pas pourquoi. Si maintenant je fais le film en arrière, je sais pourquoi. C'est qu'avec un certain Pierre de Montvallon, qu'on a reçu dans VIP il n'y a pas longtemps, qui est devenu illustrateur. Eh ben, je le salue. Voilà. Puis enfin, on était ensemble. On voulait s'acheter un billard russe à l'école, à la paroisse Saint-Ferdinand-des-Terres. On faisait partie de la jeunesse étudiante chrétienne. Pour s'acheter un billard russe, il fallait des sous. Pour avoir des sous, on a monté une matinée récréative. Et j'ai retrouvé un vieux programme où on a 18 ans, lui et moi, et on joue une pièce, je ne sais plus qui, Roger Ferdinand, je crois. On joue une pièce. Et on avait, lui, Pierre de Montvallon, moi, Pia, le patronage Saint-Ferdinand-des-Ternes, matinée récréative en présence de monsieur le curé, bien entendu. On se tapait ça et on a pu acheter la bière russe. Et c'est comme ça que c'est né. Vous êtes venu au théâtre complètement par hasard? Oui, par hasard. Et à 4 ans, dans une école paroissiale à M, où j'habite, je suis né dans le Nord, j'habite près de Lannoy. J'avais une distribution des prix, matinée récréative pour la distribution des prix. Je suis distribué dans un personnage d'homme à 4 ans, et je devais dire comme les rats. Comme les rats. C'était une réplique tellement faramineuse que je l'ai oubliée au moins, car je regardais le spectacle, je trouvais ça très beau. Donc, si vous voulez, j'étais déjà marqué, sans le savoir, par le spectacle. Et en plus, on est venu vous chercher ce que vous avez été plus tard, bien plus tard, viré du conservatoire pour indiscipline. Oui, et on est venu, le français est venu vous demander de passer des auditions pour... J'ai l'intention de raconter ça dans un bouquin, c'est pour ça que je me tais. Mais sinon, j'ai des relais à 4 ans. À 4 ans, je dis comme les rats. Je suis né en 24 sous le signe du rat. 12 ans plus tard, il y a les loisirs dirigés qui sont instaurés par le Front populaire et par le gouvernement de Léon Blum. Je choisis le mot théâtre. On était 2 dans la salle de théâtre. D'autres faisaient du sport, d'autres allaient voir des expositions, d'autres faisaient du chant. Enfin, théâtre. Le professeur qui nous enseigne, vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Maurice Rat. Maurice Rat. C'est votre animal totem, en fait, le rat. Oui. D'accord, et qu'est-ce qui nous fait découvrir? Ruy Blas. 12 ans plus tard, je le joue au Théâtre Français. Enfin, 24 ans plus tard. Donc deux fois le signe du rat. Mais ça, je vous raconterai ça une autre fois. Donc vous allez écrire un livre. Bon, alors ça, on a bien noté. Et on guette pour, on imagine, 2015 maintenant. Ah oui, le temps que ça se fasse. Oui, soyons sérieux. Louis Jouvet, qui est un maître pour tout le monde, un maître de théâtre, peut-être même un maître de vie des fois. J'ai auditionné devant Jouvet. Ah oui. Alors lui, il disait, le théâtre, 95% de transpiration, 5% d'inspiration. C'était une réduction un peu rapide, mais c'est pas bête. C'est ce que vous éprouvez aujourd'hui? Vous revalidez cette phrase de Jouvet? Complètement, oui, complètement. Il faut se donner du mal.
Donc c'est d'abord physique. Pour vous, un rôle, il est d'abord physique avant d'être surtout, mental. Moi, ce que j'ai joué, moi, c'est essentiellement les rôles physiques. Vous avez joué le mariage Figaro ou jouer le dindon de Feydeau, c'est aussi exigeant sur le plan physique. Donc 95% de transpiration, oui, certainement. Mais il disait une chose merveilleuse aussi, plus générale sur le théâtre. Il n'y a pas de problème au théâtre. Il n'y a qu'un seul problème au théâtre, disait-il, c'est une salle pleine. Parce que s'il y a une salle pleine, le directeur est content, les ouvreurs sont contents, la dame pipi est contente, le bistrot d'en face est content, le restaurant d'à côté, etc. C'est pas tellement faux. C'est plus modeste et c'est peut-être aussi utile à dire à la jeunesse que le message d'autres personnes qui parlaient du théâtre en disant que là, les acteurs parlaient du théâtre de boulevard. Les acteurs sont condamnés à jouer tous les soirs. Être condamné à jouer tous les soirs, ça, c'est pas bien d'avoir dit condamné. Au contraire, être appelé à jouer tous les soirs, c'est une merveille. Moi, je ne joue plus en ce moment, je me sens privé de récréation. Et je dis pas ça pour faire joli. Je le pense vraiment. C'est ce que vous vivez en ce moment. C'est une psychanalyse essentielle d'aller jouer tous les soirs parce que pendant 2 heures, vous jouez un personnage qui, lui, est dans un autre état que vous. Et Guitry qui a dit des choses, par exemple, à la médecine, disant « Vous arrivez avec 39,7 au théâtre, avec en mitouflure, des catch-calls, etc. Si la voix est possible et acceptable, vous ressortez, vous n'avez plus que 37,3. Parce que le personnage, lui, était en bonne santé. Et que pendant 2 heures, on est passé à travers son filtre. C'est pas bête tout ça. On parle du physique de l'acteur. Un acteur, c'est aussi une voix. C'est particulièrement vrai vous concernant. Quand j'ai dit à mes enfants hier, vous savez, je vais aller voir Jean Pia. Jean Pia, ils ont 7 ans, vous imaginez bien. C'est lui qui a fait la voix de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et qui a fait Scar dans Le Roi Lion. Alors là, tout de suite, les mirettes des gamins de 7 ans qui s'ouvrent et qui, ça y est, Jean Pia, on n'a peut-être pas la tête dans le cerveau, mais on a la voix, et cette voix, elle a marqué tout le monde. Les adultes, ce sera peut-être plus Peter O'Toole, Laurence d'Arabie, mais cette voix, c'est aussi un outil formidable. Mon avenir est assuré par Le Roi Lion et par Scar, parce que c'est vrai. Non, c'est vrai, parce qu'ils vont grandir. Alors, ils vont se rappeler. Voilà. Ils vont se rappeler, j'espère bien que je vais pouvoir les emmener sur scène, voir Guitry, c'est ça, vous allez reprendre Guitry ? Si vous voulez, mais pas avant janvier. On a le temps alors. Quand vous étiez venu il y a 6 ans, vous aviez parlé d'un prêtre qu'on connaît plutôt bien dans l'univers des chrétiens, qui est un prêtre maronite qui s'appelle le Père Labaki. Oui. Et vous étiez venu avec un petit sachet qu'il vous avait donné avec des médailles de Padre Pio. Oui. Et vous disiez, ça ne peut quitter jamais. Si je ne l'ai pas, sans être superstitieux, voilà, je ne me sens pas spécialement protégée, etc. Je vais vous faire un aveu, je les ai perdus. Oh. Ou on me les a peut-être dérobés, je ne sais pas, mais je les ai perdus. J'en suis désolée. Je ne les ai plus, ça m'a beaucoup marqué. J'en suis désolée pour vous, parce qu'il y a des cadeaux qui comptent dans la vie. Vous parlez du Père Labaki, mais c'est grâce à lui que j'ai un théâtre à mon nom, au Liban, car je l'ai connu parce qu'il avait écrit un livre, et que j'ai adapté ce livre, qui a fait une cassette, c'était le drame du Liban, le drame libanais, il y a déjà, ça remonte à 30 ans, mais le Liban est en drame depuis très longtemps. Mais un jour, il a eu envie que ce village imaginaire qu'il appelait Kfar Sama devienne une réalité. Il a créé ce village de Kfar Sama il y a quelques années. Et il a créé un théâtre ? Il y a une maison, je l'ai vu à la naissance, si j'ose dire. Il y avait une maison, une chapelle et un théâtre. Donc la vie quotidienne était assurée par la maison, la vie intellectuelle était assurée par le théâtre et la vie spirituelle par la chapelle. Et je crois maintenant que ça se développe, etc. Mais j'ai un théâtre à mon nom au Liban, ça j'en suis très fier. C'est formidable. Alors lui aussi, il a un théâtre, mais pas à son nom. C'est un théâtre qu'il dirige, c'est le théâtre du Nord-Ouest. Je vais demander à notre invité de la deuxième partie d'émission, Jean-Luc Génère, de bien vouloir nous rejoindre sur le canapé rouge de VIP. Je ne vous le présente pas vraiment, Jean-Pierre, parce que je sais que vous êtes déjà croisé entre Salut, ça va. Hommes de théâtre. Également auteur dramatique, metteur en scène, comédien, critique théâtrale. Alors là, on est avec 2 hommes très complets au niveau théâtre. Vous avez écouté... Mais lui, c'est une exception, lui. Allons bon. C'est un homme exceptionnel, oui. Mais non, mais je ne dis pas ça parce qu'il est... Non, mais d'accord, mais alors dites-nous pourquoi. Parce que son comportement, il croit avec une émotion, une ferveur extraordinaire à ce qu'il fait. Ça, c'est déjà une première qualité, parce que tout le monde ne croit pas. En tant que directeur de théâtre, metteur en scène, vous voulez dire dans son métier. Tout. Il écrit, il joue, il fait jouer. Et il n'a peur de rien. C'est un homme exceptionnel parce qu'il ne cherche pas à faire des recettes. Il cherche à promouvoir le théâtre qu'il aime. Et il n'a pas de choix sectaire. C'est un homme de théâtre. Avec tous les théâtres, toutes les possibilités d'expression du théâtre. Et c'est relativement rare. Ça n'est pas un commerçant, ça n'est pas un poète. Il est à la fois poète et les pieds sur terre. Et parce qu'il faut avoir les pieds sur terre aussi quand on est au théâtre. Un petit peu. En tout cas sur scène. Non, c'est un homme complet, quoi. Voilà, dans ce domaine-là, oui, c'est un être rare. Ça, c'est de l'accueil, hein. C'est vraiment de l'accueil. Oui, il ne rougit même pas, alors il a l'habitude.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie d'émission et y a-t-il une phrase ou une idée que Jean-Pierre a pu dire qui vous a particulièrement interpellé? Moi-même, je vous ai interpellé alors que vous étiez dans les coulisses en vous disant « il va falloir qu'on parle de ça, tous les trois ». J'ai entendu, oui, il y a tellement de choses passionnantes. D'abord, l'amour du théâtre que l'on partage, et puis des choses peut-être qui vont surprendre, mais qui, moi, me paraissent essentielles. Le courage, l'amour de la France, le courage. Parler de l'Algérie tout à l'heure, mon père a caché pendant l'occupation le frère du général Massu. Donc il y avait les Allemands qui venaient fouiller dans les langes de mon frère qui était né. Enfin, c'était quelque chose de très fort. Et puis quelques années plus tard, quand Massu est devenu donc l'homme que l'on sait en Algérie, il y a un ami de mon père qui téléphone, qui l'appelle et qui lui dit « mais est-ce que tu peux essayer, parce que mon fils est engagé, est-ce que tu peux essayer d'appeler Massu pour qu'il soit un petit peu tranquille ?» Mon père appelle Massu, et Massu lui dit « mais bien sûr, je vais le faire pour notre ami, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème ». 3 mois après, l'ami de mon père le rappelle en lui disant « mais qu'est-ce que t'as fait ?» Mon père dit « comment ça ?» Il l'a envoyé en première ligne. Alors mon père appelle Massu en lui disant « mais… » Et Massu lui dit « mais enfin, tu m'as demandé de faire quelque chose pour son fils ?» Superbe. J'ai fait… Et voilà, c'est ça le problème. C'est ça que l'on ne comprend plus aujourd'hui. Ouais. Notre amour du théâtre, la passion que nous avons au théâtre, quelqu'un qui n'est pas fait pour faire du théâtre, c'est une catastrophe, c'est un supplice, c'est une contrainte. Comme vous disiez tout à l'heure, là vraiment on est… C'est pour ça que le mot, là les acteurs sont contraints de jouer tous les soirs et quelquefois matinée et soirée. L'homme qui a dit ça, je ne citerai pas son nom, il se reconnaîtra, il n'est plus de ce monde d'ailleurs. Mais c'est une imbécilité, une grave imbécilité, parce qu'on est là pour jouer au contraire. Alors pour jouer ou pour être? Parce que vous militez pour un théâtre de l'incarnation. Ça, c'est vraiment… Alors, le mot, s'il y a un mot dans la vie de Jean-Luc Génère, c'est incarnation. Oui. Qu'est-ce qu'un comédien pour vous? Alors, écoutez, nous avions un ami commun qui est Jean Davy. Bon, et Jean, je faisais une tournée avec lui en Suisse et il me… Tout d'un coup, interviewé par quelqu'un qui lui fait passer un extrait de La mort du loup, je me souviens. Et puis alors, Jean avait déjà plus de 80 ans. Et donc il lui dit, c'est admirable. Et Jean lui dit, non. Parce que je crois que j'ai enfin compris mon métier. Avant, j'essayais de jouer, et maintenant, je suis. Voilà, c'est être. Être, voilà. Et ça, et la chance de l'âge, on en parlait tout à l'heure, l'âge, c'est formidable. Parce qu'on n'a plus besoin de jeu, on n'a plus besoin d'en faire des tonnes. Voilà, on est débarrassé de certains oripeaux. On peut faire plus facilement quand on habite la Comédie Française, parce qu'on rejoue quelquefois 3 ans ou 3 mois ou 6 mois plus tard, quelque chose qu'on a joué 3 mois ou 6 mois ou 3 ans plus tôt. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai joué ça comme ça, mais c'est pas du tout ça, etc. Et on revoit ça avec un autre regard, un regard plus paisible, plus précis. Et on se dit, ben c'est comme ça qu'il faut le laisser, c'est un peu vrai. Moi, ça m'est arrivé avec une fable de La Fontaine, avec les 2 pigeons. 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. C'est tout le problème de l'adultère. C'est bien l'adultère, mais quelquefois ça vous cogne dessus, ça vous revient en pleine poire, d'une façon lourde. Si vous dites c'est bien l'adultère à nos téléspectateurs, ils vont pas aimer, mais en tout cas c'est la fable de La Fontaine. C'est un fait établi, si vous voulez. Ça existe. Mais 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. C'est-à-dire que la passion était un petit peu, étiolée. Oui. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, c'est très clair aussi, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. Il a rencontré un deuxième être, mais c'est quelquefois lourd de conséquences. Bon, ça, vous ne le comprenez pas quand vous avez 18 ans, que vous êtes au conservatoire, et vous dites 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre, l'un d'eux, sans ontologie, fut assez fou. Vous enchaînez tout ça tranquillement. Bon. Mais ça, il faut du temps, il faut de la réflexion, il faut de la bouteille. Et bon, il faut savoir ce qu'on dit, c'est-à-dire rentrer complètement dans la pensée de l'auteur. Et se débarrasser aussi peut-être de ces séductions. Dont beaucoup d'acteurs sont... Au départ, on cherche à se plaire à soi, on cherche à plaire aux gens. Au départ, on fait ça pour des raisons d'ego. C'est une erreur. Voilà. Vous n'êtes pas là pour chercher à plaire, vous êtes là avec l'espoir que ça va plaire, mais c'est d'autre chose.
Le métier d'acteur est un métier absolument essentiel, extraordinaire. Les comédiens ne se rendent pas toujours compte qu'ils réalisent en petit ce que le Christ a réalisé. Voilà. Je voulais en arriver là-dessus, parce que le théâtre, c'est l'art de l'incarnation. C'est l'incarnation, c'est pas la réincarnation. De l'incarnation. Oui. Le christianisme est la religion de l'incarnation. Et vous faites des ponts, des liens absolument évidents. Et vous parlez comme ça à vos acteurs, catho, pas catho... Hop, catho, pas catho, surtout que si je ne parlais qu'aux catho, dans notre métier, il n'y en aurait pas beaucoup. Il y aurait des sceptiques. Oui, non, mais c'est un pont qui est absolument essentiel, parce qu'aujourd'hui, le christianisme est interrogé d'une manière violente par l'islam, par les autres religions, par le bouddhisme, alors que l'essence même du christianisme, c'est quoi? Ce qui fait sa spécificité, c'est l'incarnation du Christ. C'est que tout d'un coup, Dieu s'est incarné. Et comment on peut accepter, comprendre, les pères de l'Église se sont déchirés pendant des siècles autour de ça, de savoir qui est ce Christ. Alors pleinement Dieu, pleinement homme. Alors on dit, il y a Arius, Nestorius, tout le monde s'est battu là-dessus. Alors que nous, quand on joue, on ne se pose pas la question. On est pleinement le personnage, tout en étant pleinement soi-même. 100% le personnage, 100% le comédien. Il n'y a pas de... Voilà. Et c'est exactement Chalcédoine. Voilà, le concile de Chalcédoine est arrivé à ça. Et nous, évidemment, nous réalisons en petit. Et ça permet de comprendre que la folie du christianisme n'est pas une folie si grande que ça. Voilà, c'est tout. Et le théâtre sert aussi à ça. Alors, exemple, elles s'appellent Maud Imbert, Pauline Mandreau et Florence Tosi. Ce sont vos 3 actrices que vous avez mises en scène dans Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. On pourra les voir en Avignon, notamment tout le mois de juillet, mais je redonnerai les dates plus précises en fin d'émission. On va vous montrer un extrait. Et on va voir ce que c'est que du théâtre vraiment incarné. Regardez bien ces 3 actrices. Oh mon Dieu! Des siècles d'années ont passé, 14 siècles de chrétienté, hélas, depuis la naissance et la mort et la prédication et rien, jamais rien. Et ce qui règne sur la face de la terre, rien, ce n'est rien que la perdition. 14 siècles depuis le rachat de nos âmes et rien, jamais rien. Tout te fait du mal, tout te laisse sur ta faim, tu te consumes. Souvent, c'était la terre qui préparait à l'enfer. Aujourd'hui, ce n'est même plus cela. Ce n'est même plus la terre qui prépare à l'enfer. C'est l'enfer même qui redéborde sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé par là. Les saintes et les saints, toutes les saintes et tous les saints ont passé par là. C'est la condition même, c'est la dure condition, c'est la dure loi, c'est le dur apprentissage de la sainteté. Voilà, donc on a vu Jeanne d'Arc, qu'on avait évidemment bien reconnue, Gervaise, la religieuse, Oviette, l'amie de Jeanne d'Arc. On est chez Peggy, on va quand même le préciser. C'est pas une petite précision, Peggy, aussi, en termes de théâtre Peggy. Et de catholicité. Voilà, l'immense... Et le courage de Peggy, qui est mort à la guerre. Qui rejoint celui d'Édith Samar, dont on parlait de tout à l'heure. Et qui aurait très bien pu ne pas partir. Il est parti il y a plus de 40 ans. Ouais. Ah, il s'est réengagé. Bah oui. Alors Peggy qui est... Les premiers morts de la guerre, oui. Peggy qui est partie quasiment en même temps que Jaurès. Et c'est pas un hasard si je dis ça. Ils ne sont pas partis de la même manière. Il y en a un qui a été assassiné. L'autre à la guerre, c'est presque la même chose, à 1 mois d'écart. Pourquoi je parle de Jaurès et je fais un petit pas de côté Peggy Jaurès? Parce que c'était 2 amis qui ne sont plus devenus amis du tout. C'est peut-être une amitié qui aurait pu se reconstruire. Et le 3 juin, donc, au Théâtre du Nord-Est à 19h, il y a, vous allez nous l'expliquer, un exposé autour de cette amitié d'hommes et de monstres sacrés quand même. Jaurès et Peggy, c'était quoi l'idée? C'est organisé par Daniel Léon et c'est un dialogue entre ces 2 personnes. Et on organise beaucoup de lectures comme ça au Théâtre du Nord-Ouest, et donc il y a celle-ci. Quand on a les 2 personnages, on se dit déjà forcément ça va être très bien. Voilà. Je vous incite quand même à faire un tour sur le site internet du théâtre, parce que je suis allée voir votre programmation, c'est effectivement très éclectique, on est beaucoup sur les beaux textes aussi. Ça, vous avez l'amour du beau texte. Alors par exemple, La cantatrice chauve, comme je le disais tout à l'heure au milieu d'émission, au bout de 3 fois, on a compris l'histoire, alors qu'il y a d'autres pièces qui vous touchent infiniment plus. Alors je ne sais pas si vous vous retrouvez sur... Je peux expliquer.
Alors, donnez-nous une pièce qui ne vieillira jamais. Un exemple. Par exemple, je sais pas, le Maître de Santiago que je joue ce soir, par exemple, de Montherlant, Phèdre, Bérénice, qui sont des pièces qu'on a. En ce moment, vous avez le Cid qui se joue, Cinna qui se joue au Théâtre du Nord-Ouest. Voilà, ce sont des Cyrano, pièces on peut le mettre dedans. Cyrano, un rôle que connaît bien Jean-Pierre. Je l'ai mis en scène. Ça se joue actuellement d'ailleurs. Mais ça se joue toujours, Cyrano. Mais voilà, ça, ce sont des œuvres. Et pourquoi ? Parce que les personnages sont incarnés, parce que dès l'écriture, les auteurs permettent l'existence réelle de personnages. Et puis à côté de ça, vous avez des gens comme Ionesco, par exemple, qui réfléchissent sur l'écriture, sur le sens, qui vont... Voilà. Donc ce ne sont pas des pièces de théâtre au sens où il y a des personnages, il n'y a pas de personnages dans ces pièces-là. Il y a simplement une réflexion sur la désagrégation du langage, etc. C'est ce qui se passe dans une pièce comme La Cantatrice Chose ou La Leçon, par exemple. Alors ensuite, vous avez chez Ionesco des pièces qui sont limites. Par exemple, Le Roi Sommer, que joue notre ami Bouquet, ça peut être... Moi, je l'ai mis en scène d'une manière très différente, complètement différente de celle de Bouquet. C'est-à-dire que moi, c'était extrêmement incarné. C'était Robert Marcy qui jouait le rôle du roi. Et c'était avec Jeanne Souchon, que vous avez connu certainement. Donc, c'était extrêmement incarné. Et là, par exemple, la fille de Ionesco était extrêmement surprise quand elle a vu la pièce qui ne correspondait pas du tout. Lui, il aurait été aussi, d'ailleurs. Oui, il a sûrement été. Moi, je me rappelle La Soif et la Faim, qui était jouée à la Comédie Française admirablement par Robert Hirsch. Je me rappelle, j'étais à côté de Louise Villemorin, que je connaissais pour des raisons de travail communs. Et elle est arrivée sur Ionesco. Eugène, elle avait toujours une espèce de chose comme ça, avec le majeur, elle s'appuyait sur la joue. « Ta pièce est horrible !» lui dit-elle. Et lui, il a rigolé. « Oui, tu as raison. » Il a rigolé, ce petit homme tout rond. Il a rigolé parce que, oui, c'est vrai que c'était une pièce dure à encaisser. Et qu'il y avait certainement un acte à enlever, mais c'était un chef-d'œuvre tout de même. Il y avait une action. Question, en quoi, et ça fait vraiment écho au titre de votre livre, Jean-Luc Génère, Sans miroir, la société condamnée à mourir, je crois que c'était, je ne suis pas sûre de moi, il me semble que c'est une phrase de Schopenhauer qui dit que le théâtre, c'est un miroir pour faire sa toilette. C'est beaucoup mieux dit dans la vraie vie, mais je n'ai pas la citation exacte. En quoi le théâtre, pour vous deux, est un miroir absolument essentiel pour la société? Qu'est-ce qu'on y voit dans ce miroir? Ça montre les défauts des sociétés, ça montre les défauts des gens. Ça leur donne un miroir. Ça leur donne un reflet d'eux-mêmes. Il y a une mission correctrice, si vous voulez. Oui. C'est pas l'essentiel. Entre le fait d'amuser, de distraire, de permettre aux gens de rêver à autre chose, de les éloigner un peu de la réalité quotidienne, mais il y a un portrait d'eux-mêmes. Jean-Luc ? On est en phase d'une déshumanisation de la société. On passe toujours à côté de son frère humain. Au théâtre, vous payez votre place pour voir votre frère humain vivre et agir. On est à côte à côte. Voilà. Une salle vide réagira infiniment moins et ressentira les mêmes effets, mais vous, acteurs, vous aurez le sentiment d'une salle vide, parce qu'il y a la moitié d'une salle. En matinée, par exemple, ça peut arriver. Le lendemain soir, c'est samedi, c'est bourré. Il y a un autre accueil. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à côté de quelqu'un qui vibre, et ils vibrent eux-mêmes par la présence du spectateur ou de la spectatrice à côté. Il y a un ensemble qui communie, si je puis dire, dans la même joie, dans la même réception, alors, dans le même bonheur. C'est un miroir ou c'est une loupe déformante ou grossissante? C'est un miroir, et justement, chez Ionesco, ça se voulait une loupe grossissante. Mais ça peut être aussi ça. Moi, je crois qu'il y a toutes les formes possibles. Je ne condamne rien au théâtre, mais il y a simplement des choses ennuyeuses et des choses qui ne sont pas ennuyeuses. Il y a des chefs-d'œuvre. Si vous allez voir Polyeucte, il y a des gens qui ne rentreront pas dans le drame de Polyeucte, dans cette espèce la scène de Néarque, etc., allons détruire les idoles, etc., païennes. Bon, il y a des gens qui n'entreront pas dans ce domaine-là, mais d'autres, au contraire, seront exaltés par la puissance que ça amène, par la puissance de foi qu'il y a dans Corneille et dans Polyeucte. Ils partent avec les personnages, ils vont détruire les idoles. Oui, mais à condition que ce soit des personnages. Et que très souvent, par exemple, on va prendre l'exemple de Corneille, c'est très mal monté parce que on va travailler sur la beauté des vers. C'est plus monté du tout. Oui. C'est presque beaucoup plus grave. C'est pareil pour Racine. Je sais pas, là, je viens de monter Phèdre avec Anne Coutureau. C'est une pièce absolument extraordinaire. Mon spectacle dure 3h15. Je vous assure que tout le monde est comme ça.
Et c'est absolument passionnant d'un bout à l'autre, de la première à la dernière scène, parce qu'il y a des êtres humains que l'on peut rencontrer. La seule différence, c'est que ces gens-là, au lieu de parler comme nous parlons, ils parlent en alexandrin, qui est une langue. Donc il faut s'habituer un peu à l'alexandrin. Mais ça dit la même chose. Et bien ça dit exactement la même chose. Les mêmes passions humaines, la même amour de l'homme, les mêmes difficultés de vie, etc. Voilà, c'est tout. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. C'est merveilleux, non? Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. C'est une phrase formidable de Racine. C'est magnifique. Telle vérité. Vous la connaissez, la Trinité de Jean-Luc? Non, mais avec un prêtre tel que lui, tout est possible. Un prêtre du théâtre. Auteur, metteur en scène, comédien. Le metteur en scène, c'est le souffle. Hein, on peut dire le souffle d'esprit. L'auteur, c'est forcément quelque part Dieu le Père. Le comédien, un peu le Fils. Ça, c'est pas la Sainte Trinité, mais c'est la Trinité théâtrale de Jean-Luc. Vous reconnaissez dans cette manière de voir le théâtre, Jean-Pierre? Je n'ai pas une telle piété, une aussi grande profondeur que lui. Ça, je l'avoue à ma courte honte. Non, mais c'est pas ça. C'est que j'essaye de montrer comment le christianisme peut aider à comprendre la gravité du théâtre et comment le théâtre peut aider aussi à comprendre certaines vérités du christianisme. Une réflexion, en tout cas, indispensable. Et notamment le problème de la liberté. C'est très, très compliqué aujourd'hui. Le Dieu qui est maître de tout, qui domine tout, qui est maître du temps, de l'espace. Comment l'homme peut être libre dans notre monde, alors qu'on sait très bien que nous qui faisons du théâtre, où il y a un début, un commencement, une fin, vous avez un metteur en scène, vous avez un auteur, et bien pourtant à l'intérieur de tout ça, à l'intérieur de ces contraintes, on est d'une liberté totale. Alors ce qui est dingue avec c'est ça vous, qui est extraordinaire. C'est qu'il y a une révélation à la fois théâtrale et mystique. À 17 ans, vous avez tout rencontré en même temps. Vous avez rencontré Dieu au théâtre. C'est quand même pas banal. C'est pas ça? C'est pas que j'ai rencontré Dieu au théâtre, c'est que comme tous les gens un petit peu qui réfléchissent un peu au monde et qui essayent de, ça répond un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, et qui essayent de savoir ce qu'on fait sur la terre, quoi, tout simplement. Quand on a 17 ans, si on s'interroge pas sur ces questions-là, quand est-ce qu'on le fera? Non, mais il y en a quand même peu de directeurs de théâtre enfin, vous avez commencé par monter une compagnie, la compagnie de l'Élan. Il y en a quand même peu qui commencent par des études théologiques. Tiens, je vais faire du théâtre. Je vais d'abord commencer par des études théologiques. Je les ai fait en même temps. Non, mais c'est étonnant comme choix et comme parcours, c'est pas courant. Mais parce que je m'interrogeais et que à ce moment-là, je vivais avec une jeune femme qui était bouddhiste. Je lisais énormément, je lisais tout ce qui était autour des religions. Donc j'ai essayé de comprendre ce qu'était la religion dans laquelle j'avais été baptisé. Et puis comme je fais pas les choses à moitié, j'ai fait des études de théologie. Et puis j'ai compris en faisant ces études de théologie à quel point j'étais catholique et non pas bouddhiste et non pas musulman. Voilà. Et pourquoi? Et c'est le cœur même de ça, c'est la problématique du Christ, quoi. Question, pardon de le dire comme ça, question à 100 balles, Jean. Pourquoi vous n'avez jamais travaillé ensemble tous les deux? On n'est pas sur le même trottoir, comme on peut dire. Non, mais vous vous retrouvez quand même sur... Il y a pas mal de choses, de valeurs en commune que vous avez. Voilà, après, il y a des routes qui se croisent et se décroisent, et puis finalement, des projets ne se font pas, etc. Mais ça aurait pu arriver, non? Je suis rentré au français très tôt. Je suis rentré au français, j'avais tout de même... C'était en 1947. J'avais fait 2 ans de boulevard. Vous êtes sorti en 72, je crois, du français. Vous en êtes sorti en 72. Oui, mais j'y suis d'abord rentré en 47. Donc, en 47, il est trop petit, il est trop jeune. J'étais mort. Il n'existe pas. En 47, et puis j'ai fait 25 ans de comédie française, et puis après, je suis rentré dans d'autres domaines. Si vous voulez, j'ai eu le sentiment de regarder un peu le monde et la vie différemment à partir de l'affrontement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai. Quand on joue une pièce comme ça, on n'en sort pas intact. Parce qu'il y avait justement de la part du jeune séminariste une puissance qui remontait le vieux prêtre dans ses profondeurs, si j'ose dire, et qui l'obligeait à réfléchir un peu sur sa mission divine, et c'était important. Et j'ai rencontré à ce moment-là un homme qui était tout de même très, très, très épatant, qui est le révérend Père Bruckberger, un dominicain qui avait une vie très, très, disons, une vie à lui. Mais je l'ai vu quelques mois avant sa mort, et il y avait dans son œil, quand il m'a dit cette phrase-là, il y avait dans son œil le pétillement d'un aventurier. On parlait de la mort. Il était éclairé par le soleil en contre-jour, si je puis dire. Il avait un petit chapeau, comme un peu la même image que Rousseau qu'on voit avec son petit chapeau de fourrure, là. Et il me regarde, il me fait « Écoutez, Pia, je vais enfin savoir ». Donc il y avait, je vous jure, il y avait dans « Je vais enfin savoir » la joie d'aller vers la mort, si j'ose dire,
Oui, une certaine joie, parce que justement, il allait vérifier si on s'était foutu de lui, ou au contraire, si son exigence, malgré tout profonde, quoi qu'il ait eu une vie un peu en marge de l'exigence chrétienne, quoi qu'il ait eu une vie un peu en marge comme ça, je sentais qu'il avait une... Et d'ailleurs, il a écrit un dernier bouquin. De lui. Oui, parce qu'il avait fait l'adaptation avec Giraudoux des Anges du Péché, le film. Et je l'ai monté au théâtre quand j'ai fait l'intégrale Giraudoux. C'était un personnage formidable. C'est un personnage formidable, Bric Berger, oui. Il est arrivé un jour d'être nommé à l'Académie des sciences morales et politiques, et je l'ai rencontré à ce moment-là. Et c'est à cause de lui, d'ailleurs, que je lui ai lu un jour L'Affrontement, que je venais de recevoir. Je lui ai lu en français, j'avais commencé à adapter ça. Puis tout d'un coup, je le vois qui se met comme ça, et j'ai la sensation qu'il roupille, et je me dis, ça va être difficile d'aller au bout. Bon, je continue ma petite lecture, il y avait déjà une demi-heure que j'avais commencé, il était toujours là, il ne bougeait plus, il était les mains comme ça, et je m'arrête, je me dis, je m'arrête, il va se réveiller. Faut jouer ça, Pia, il me dit, faut jouer ça avec une puissance, et je vous aiderai. Et il m'a écrit une relation très précise, parce que derrière, dans la hiérarchie de l'Église, il n'y a personne au-dessus de ceci, le pape, tout ça. Au-dessus du pape, non, il n'y a personne dans la hiérarchie. Oui, il lui dit, et le Christ. Ah. Et le Christ, monsieur Dolson. L'autre fait, oui, oui. Ça, c'est une réplique de Bruck, c'est pas de moi, ni de l'auteur américain. C'est une réplique de Bruck. Faut jouer ça, Piam. Alors, je revois ça avec une telle joie. Il y avait une joie, comme s'il avait besoin, lui aussi, de s'expliquer. Dans son domaine personnel. Tout à l'heure, on a dit que Jaurès et Péguy étaient décédés en 14, ça fait donc 100 ans. On fête notamment le centenaire de ces deux hommes-là, mais je vais vous parler plus de Péguy. Péguy, c'est quelqu'un qui vous parle, Jean-Pierre, vous, j'en suis sûr. Je l'ai cité dans un bouquin. Ouais. Il a une phrase, ça n'a plus de rapport avec la religion, mais tout de même, ça a un rapport avec l'homme. Il dit, voyez cet homme de 40 ans, il sait que l'on n'est pas heureux. Et il sait qu'il sait que l'on n'est pas heureux. Et qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut? Que son fils soit heureux. Et pourtant, il sait que l'on n'est pas heureux. Mais sa préoccupation, cet homme de 40 ans, c'est que son fils soit heureux. C'est extraordinaire, c'est toute la continuité de l'humanité. Ça rejoint ce que vous disiez de votre père tout à l'heure. Oui, exactement. Ouais, c'était impressionnant, et moi, cette anecdote. J'ai envie d'écrire à mon père, je te remercie de m'avoir mis au monde. Ah, bien sûr. Parce que j'ai vécu quand même des choses fantastiques. Pas toujours faciles, mais ça, c'est partie de l'existence. Si c'est trop facile, c'est pas amusant non plus. Bien sûr. La vie est passionnante. Ce sont les accidents qui comptent. Enfin, je ne parle pas des accidents de voiture, mais je parle des accidents de l'existence. Et aussi bien des accidents de santé. Qui révèlent la personne. Oui, qui révèle la personne, qui l'oblige à passer au-dessus de l'obstacle. À le franchir, en tout cas. Plus ou moins bien. On parlait de Péguy. Comment il a été important pour vous, Jean-Luc Génère, Péguy ? Je l'ai découvert justement par le Missa à la Charité, ce qui était mis en scène par Robert Marcy. J'avais, 16-17 ans. Robert et Denise Bosque sont venus au lycée où je venais de monter une pièce de théâtre. Et il y avait et puis je sais pas, ils ont été emballés par la jeune comédienne qui jouait avec moi. Et donc ils l'ont engagée pour jouer ce Mystère à la Charité. Donc je l'ai vue plusieurs fois, puisqu'elle jouait dedans, et je l'ai vue plusieurs fois. Et j'avais été ébloui par ce texte, vraiment ébloui par ce texte, et ça ne m'a pas quitté. C'est un éblouissement premier. Hein. Oui, c'est un éblouissement premier très jeune, et je l'ai monté 10 ans après. Et j'ai dû le monter 4 fois, avec 4 distributions différentes, dont une fois en italien, avec des comédiennes, justement la comédienne qui joue Gervaise, qui est italienne, et qui a joué donc Jeanne en italien. Donc c'est une œuvre qui m'habite depuis longtemps. Quoi. L'anniversaire sert à ça aussi, l'anniversaire des 100 ans de la mort de Péguy, permettre de le remettre sur le devant de la scène, alors dans tous les sens du terme. Évidemment, content que ça vous fasse plaisir à l'un et à l'autre. Il y a de grands poèmes de Péguy, il y a des choses admirables. C'est embêtant, dit Dieu, il y a des choses que je fais et que seuls les Français peuvent comprendre. C'est flatteur. Mais là, c'est 3 théologies qui s'affrontent et qui sont vraiment au cœur de l'Église, quoi. Et Jeanne qui tranche avec cette théologie de l'action qui peut vraiment surprendre aujourd'hui. D'ailleurs, elle a intéressé beaucoup de gens, Jeanne. On l'a retrouvée avec Anouilh bien plus tard aussi, dans l'Alouette. Oui. Elle parle à tellement de générations. Il y avait une réaction de génie là, dans l'Alouette d'Anouilh. Dis donc, on a oublié le procès. Parce que comment dire, il faut parler du procès. Ça, c'était sublime, ça. Anouilh, c'est un grand auteur. Ouais.
Mais j'avais fait aussi un spectacle à partir des minutes du procès, et sans changer un seul mot. Mais c'est extraordinaire, parce qu'on s'aperçoit que Jeanne ne ment pas. Donc voilà, c'est tout. Elle ne ment pas. Alors maintenant, que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, qu'elle s'illusionne, etc. Mais quand elle raconte d'une manière extrêmement précise à ses juges les choses les plus concrètes, comment l'ange est rentré dans la cellule, alors il y a le juge lui dit, mais alors avec ses grandes ailes, comment il a fait, des questions, et elle répond comme ça avec une espèce d'intelligence, de précision, de justesse, qui fait qu'on sort de là, on ne peut être que remuer, quoi. C'est un personnage absolument extraordinaire. Alors aujourd'hui, on nous explique qu'elle n'a pas existé, qu'elle était la fille du roi, que de la reine, etc. Mais non, pourquoi on a peur des mystères comme ça, sans arrêt? On va terminer avec Jeanne d'Arc, parce que l'émission se termine malheureusement. On a évoqué beaucoup de monde dans cette émission. Jeanne d'Arc, Peggy, Guitry, bien sûr, Beaumarchais, Élie de Saint-Marc. Il y a des grands personnages qui nous ont accompagnés en plus de vous deux. Je vais quand même rappeler donc l'actualité, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Plusieurs dates. Il y a le 8 juin à 19h à l'atelier du Verbe. Il y a d'ailleurs un site internet qui va s'afficher. Le 22 et 23 juin, ça c'est dans votre théâtre, au Théâtre du Nord-Ouest. Et puis alors, en Avignon, quasiment tout le mois de juillet, du 5 au 27 juillet au Théâtre du Verbe Fou. Ça c'est, si vous n'avez jamais fait Avignon, il faut y aller au moins une fois dans votre vie. Donc voilà, une pièce bien présente. Je rappelle aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'un échange Peggy-Jaurès. Ça c'est le 3 juin à 19h dans votre théâtre, le Théâtre du Nord-Ouest. Jean, il est au repos pour l'instant, et ça ne nous convient pas du tout, et à lui non plus, mais il n'a pas le choix, son théâtre est en travaux. Donc, bien, Jean, on vous retrouve à la rentrée en tournée. Non, mais le théâtre où vous jouiez. Ouais. Comédie des Champs-Élysées. On vous retrouve en tout cas sur les routes de France, donc septembre. À partir du festival de Ramatuelle, d'ailleurs, à partir du 8 août. Voilà. 8 août, on est chez Gérard Philippe au départ, Ramatuelle, et après on décline toute la tournée jusqu'au mois de décembre, et puis je vous laisse pas beaucoup de choix, Guitry sur scène à la rentrée janvier, et votre livre qu'on attend évidemment. Ça fait un sacré programme pour 2014, mon cher Jean-Pierre. Bah écoutez, ça sera bien, 2015, c'est bien. D'accord. Qu'est-ce que je vous souhaite, messieurs, pour la fin, la suite? La fin, pas du tout, la suite de votre vie, Jean-Luc. Il faut que les gens aillent au théâtre, c'est tout. Ils y vont d'ailleurs. Ils y vont. Mais... Vous savez, la crise du théâtre, ça remonte vraiment au XVIIIe siècle, on parlait déjà de la crise du théâtre. Et le théâtre est passé à travers tout, à travers la radio, à travers le cinéma muet, à travers le cinéma causant, à travers la télévision, et sa qualité, à travers le théâtre est toujours là. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de rencontrer la vie, et la vie sans intermédiaire, sans un écran qui ne les sépare pas, mais enfin qui donne un autre aspect du jeu. Ce qu'on a compris, c'est aller au théâtre, aller faire votre toilette au théâtre, devant le miroir. Sans miroir, la société est condamnée à mourir. Je rappelle, pour un théâtre incarné, c'est chez Bayard Christus, Christus on doit dire. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc Génère, d'avoir quitté votre théâtre du Nord-Ouest parisien pour venir nous voir. Merci à Jean Pia. Vous reposez pas trop longtemps quand même, revenez vite sur les planches. Je suis à un âge où on a besoin de repos. C'est ça. Merci à tous les deux pour cette émission et très très bonne continuation. Merci à vous.